Le système ferroviaire britannique, conçu comme un moyen de transport sûr, s'est transformé en un terrain de chasse dangereux pour deux des criminels les plus notoires du pays au cours des années 80 du XXe siècle. John Duffy et David Mulcahy ont semé la terreur sur le réseau ferroviaire londonien. Leur règne de violence a duré 5 ans et a profondément remodelé la police britannique. Leur affaire a entraîné plusieurs changements révolutionnaires dans les enquêtes criminelles au Royaume-Uni. Pour la première fois, les autorités ont utilisé un profil psychologique, mis en place un système informatique et réalisé des avancées majeures dans la collecte de preuves ADN, amis d'enfance, devenus criminels brutaux. Ils ont formé un partenariat qui s'est finalement effondré, conduisant à l'une des enquêtes les plus complexes et les plus longues de l'histoire criminelle britannique. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Passons à l'affaire. John Francis Duffy est né le 29 novembre 1958 à Dundalk, au nord de Dublin, en Irlande, juste au sud de la frontière avec l'Irlande du Nord. Il était l'aîné de 3 enfants de Frank et Philomena Duffy. La famille était considérée comme un modèle de classe ouvrière. Frank avait travaillé comme maçon dans sa jeunesse. John était décrit comme très poli et sa famille comme des gens extrêmement aimables. Lorsque Frank a perdu son emploi en 1965, la famille a déménagé dans des logements modestes sur Lawn Road, à quelques rues de la voie ferrée au nord de Londres. C'est là que John a commencé l'école primaire. À l'époque, l'école avait la réputation d'être un environnement difficile, et comme il était petit et maigre, il était souvent la cible de harcèlement. Ses cheveux roux lui attiraient des moqueries, ce qui l'a poussé à toujours porter une capuche pour se cacher. David John Mulcahy est né le 23 mai 1959. Ses parents avaient émigré à Londres depuis l'Irlande, mais le lieu exact de sa naissance reste inconnu. Lui aussi était victime d'intimidation, mais il était plus fort et plus sûr de lui que John. Rapidement, ils ont compris qu'ils étaient plus en sécurité ensemble, trouvant du réconfort dans une amitié que les enquêteurs décriront plus tard comme un partenariat unique mais pernicieux. Leur isolement social a renforcé leur lien. John dira plus tard « Nous faisions tout ensemble, sécher les cours, faire des bêtises. Nous étions toujours l'un avec l'autre. » Pendant leurs années scolaires, ils ont montré des comportements inquiétants. Ils séchaient les cours pour se rendre à Hampstead Heath, où ils effrayaient des couples et se montraient cruels envers les animaux. L'un des incidents les plus choquants s'est produit alors qu'ils avaient 13 ans. David a torturé et tué un hérisson dans la cour de l'école sous les rires de John. Adolescents, ils ont commencé le judo et ont rejoint les cadets de l'armée pour développer leurs compétences en combat. Cependant, leur comportement devenait de plus en plus problématique. Lors des jeux scolaires, où les garçons tentaient d'attraper les filles, ils les touchaient de manière inappropriée. Ils ont quitté l'école en 1975 sans qualification, mais semblaient mener une vie relativement normale. David a travaillé comme plombier, peintre, puis s'est qualifié comme plâtrier. John, quant à lui, a travaillé dans un centre pour jeunes avant de se former comme menuisier et d'être embauché dans une entreprise de construction, mais il a rapidement perdu son emploi en raison de ses fréquentes absences. Devenus adultes, John et David ont continué à afficher un comportement immature et violent. Armés de fusils à air comprimé, ils tiraient sur des passants à la sortie des pubs, blessant 5 personnes. Bien qu'arrêtés et condamnés le 13 décembre 1976 pour coups et blessures, ils semblent avoir échappé à la prison. Leurs crimes sont devenus de plus en plus graves. Leur pacte d'enfance de ne jamais se trahir l'un l'autre a renforcé leur complicité criminelle. Ils ont commencé par des cambriolages et des vols de voitures avant de tenter d'agresser 2 femmes. Bien que ces tentatives aient échoué, ils ont continué à planifier de nouveaux crimes. David a épousé Sandra Carr, 16 ans.
En juin 1977, tandis que John a épousé Margaret Byrne, malgré l'opposition de ses parents. Malgré leur mariage en apparence normaux, leur comportement le week-end s'est détérioré. Ils passaient leurs nuits ensemble, planifiant et exécutant des crimes. En 1981, ils ont été arrêtés pour vol d'alcool et condamnés à des peines avec sursis. Leur comportement devenait de plus en plus instable, avec David, surnommé Dave le Fou, toujours prêt à relever les défis les plus dangereux. À 22 ans, David et Sandra avaient déjà un enfant. John et Margaret, en revanche, faisaient face à des problèmes de fertilité. Grâce à un soutien financier des parents de John, ils ont consulté un spécialiste qui a diagnostiqué un faible nombre de spermatozoïdes chez John. Alors que leur vie de famille semblait normale, leur activité criminelle atteignait un nouveau sommet. Cette même année, John a tenté de se suicider, mais peu d'informations existent sur la méthode ou sur la manière dont il a été empêché de le faire. En 1982, Margaret a été envoyée en formation pour son travail d'infirmière. Pendant cette période, John et David ont planifié d'enlever une femme, de lui bander les yeux, de la conduire à travers Londres, de la forcer à marcher sur les toits, puis de la séquestrer dans la maison de John. Une femme du quartier a signalé avoir vu 2 hommes l'observer à travers sa fenêtre. Lorsqu'elle s'est mise à crier, les hommes, dont la description correspondait à John et David, ont pris la fuite. Le 12 juin 1982, le duo a repéré une jeune femme de 20 ans marchant près de la gare de Hampstead Heath. Ils l'ont attrapée et traînée dans les buissons où ils l'ont agressée sexuellement. Ensuite, ils sont retournés chez John, ont discuté de l'attaque et ont planifié la suivante. Leur vague de terreur s'est déroulée par étapes. Ils ciblaient des femmes seules près des gares ferroviaires, commettant au total 18 agressions sexuelles à travers Londres et sa banlieue au cours de la première année. Les attaques ont temporairement cessé à l'automne 1983, lorsque John s'est séparé de Margaret. Son travail dans le domaine ferroviaire lui permettait de voyager librement, ce qu'il a utilisé pour acquérir une connaissance approfondie des voies ferrées et des environs. En septembre, le duo a attaqué sa 2e victime à Golders Green. Quelques jours plus tard, ils ont agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans près de Finchley Road à Frognal. Comme ces agressions avaient eu lieu à proximité l'une de l'autre, les autorités étaient convaincues qu'elles avaient été commises par les mêmes hommes. Certaines victimes avaient réussi à fournir une description partielle de leurs agresseurs, mais les portraits robots n'étaient pas assez précis pour permettre d'identifier John et David. Les portraits robots ont été publiés dans les journaux le 22 octobre 1982. 2 jours plus tard, le duo a enlevé une femme dans la rue et l'a emmenée dans un endroit isolé, où ils l'ont tous deux agressée sexuellement. Aucun autre crime lié à John et David n'a été signalé jusqu'à la fin de cette année-là. Le 26 mars 1983, ils ont attaqué une femme de 29 ans, gérante d'un restaurant local, alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. En tentant de se défendre, elle a mordu son agresseur à la main, ce qui l'a rendu furieux. Il l'a violemment projetée au sol et lui a donné plusieurs coups avant de s'enfuir. En juillet de la même année, une femme marchait vers la maison de son petit ami lorsqu'elle a été saisie par derrière et traînée près des voies ferrées. Plus tard, elle a raconté que l'un de ses agresseurs lui avait dit, je cite, « Je m'appelle Dave et je n'ai jamais touché une femme ». Elle a essayé de l'apaiser en parlant avec lui et lorsqu'il a relâché sa prise, elle a tenté de s'enfuir. Malheureusement, elle n'a pas réussi. David, furieux, l'a agressée sexuellement. Elle a été hospitalisée, où les médecins ont pu recueillir des preuves médico-légales, bien que l'analyse ADN n'ait pas encore été disponible à l'époque. À cette période, John a commencé à rencontrer des problèmes dans son mariage, ce qui semble avoir temporairement ralenti leurs agressions. Toutefois, il est possible qu'ils aient commis des crimes
qui n'ont jamais été signalés ou liés à eux. Vers la fin de l'année 1983, Margaret a quitté John. Il est resté seul, consumé par des pensées violentes. À ce moment-là, John et David ont volé un exemplaire de l'album Thriller de Michael Jackson et écoutèrent la chanson-titre pour se motiver avant de planifier leurs attaques. Leurs agressions ont continué tout au long de l'année 1984. Le 12 janvier 1984, ils ont attaqué une assistante sociale de 33 ans. Le 3 juin, ils ont agressé une femme de 23 ans qui attendait son train à la gare de West Hampstead. Le 15 juillet, ils ont repéré 2 jeunes femmes de 18 ans qui avaient raté le dernier train à Hampstead Heath. Ils les ont saisies et traînées dans une zone boisée où ils les ont agressées sexuellement. Au début de l'année 1985, John a commencé à attaquer des femmes seules, voulant prouver qu'il n'avait pas besoin de David. Pendant ce temps, David a été arrêté pour une agression sexuelle sur Margaret dans un parc de Hendon, mais il a été libéré sous caution peu de temps après. Le tribunal lui a ordonné de rester à l'écart de son ex-femme. Peu de temps après, il a agressé une autre femme dans le même parc. Après l'agression, il lui a ordonné de peigner ses poils pubiens afin d'éliminer toute trace ADN pouvant l'incriminer. L'enquête sur l'agression de Margaret a révélé l'ampleur de la violence que John et David avaient infligée à leurs victimes. En juillet 1985, le duo a attaqué 3 femmes en une seule nuit à Hendon et Hampstead. En quelques heures, les victimes comprenaient une danseuse, une assistante maternelle et une secrétaire. La police, déjà en quête d'un violeur en série, a lancé l'opération Hart, l'une des plus grandes enquêtes criminelles depuis l'affaire du tueur de Yorkshire. Les preuves médico-légales recueillies au cours de l'enquête ont révélé que l'un des agresseurs appartenait au groupe sanguin A. La police a dressé une liste de délinquants sexuels ayant ce groupe sanguin. Parmi eux figurait John Duffy, déjà fiché pour l'agression de son ex-femme. Les enquêteurs ont commencé à interroger les suspects, mais il leur a fallu du temps pour atteindre John, car son nom figurait loin sur la liste. On pense que John a commencé à s'interroger sur le niveau de violence de David à cette période. Il semblait que David prenait plus de plaisir dans la brutalité que dans l'agression sexuelle elle-même. Au début, John refusait de passer du viol au meurtre. Plusieurs victimes ont déclaré que John était moins violent que David. À un moment donné, en janvier 1985, le duo a capturé une adolescente de 16 ans. John aurait dit à David de ne pas l'agresser sexuellement. David a poursuivi l'attaque jusqu'à ce que John prétende voir quelqu'un arriver, ce qui les a poussés à fuir. Plus tard, John a avoué aux autorités qu'il avait menti pour effrayer David et interrompre l'agression. En septembre 1985, John a contacté Margaret et lui a demandé de le rencontrer. Lorsqu'elle est arrivée devant une gare du nord de Londres, John est devenu agressif et a commencé à la menacer. Margaret s'est réfugiée chez son petit ami, mais John l'a suivi. Il est entré de force dans la maison et les a attaqués avec une matraque. Margaret et son compagnon ont été blessés à la tête et ont dû recevoir des soins médicaux. Le 19 septembre, John a été de nouveau arrêté pour coups et blessures volontaires, mais il a été libéré sous caution malgré l'opposition de la police. Dès le lendemain, il a agressé sexuellement une jeune femme de 20 ans. La victime a pu fournir une description détaillée de son agresseur. Le visage de John a été diffusé aux informations, mais la victime n'a pas pu l'identifier avec certitude. Il est possible que cette confrontation rapprochée avec l'une de ses victimes ait conduit John à conclure qu'il ne pouvait plus laisser ses victimes en vie. Jusqu'alors, John Duffy avait été inculpé pour l'agression sexuelle de son ex-femme et avait reçu une interdiction de l'approcher. Malgré cela, il l'a attaqué à nouveau, ce qui aurait dû être un dernier avertissement avant son incarcération. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, et le résultat fut la période la plus meurtrière de la série de crimes de John et David. Il semblait que John avait surmonté ses réticences
face à l'escalade de violence de David, car il commença lui-même à adopter des comportements plus brutaux. Leurs crimes évoluèrent rapidement vers des meurtres. À la fin de l'année 1985, leur premier homicide eut lieu. Allison Day est née le 23 mai 1966 et a été donnée en adoption. Elle a été adoptée par Kenneth et Barbara Day, alors qu'elle n'avait que quelques mois. Jusqu'en 1985, Allison vivait à Upminster avec ses parents et son frère. Elle était fiancée à Paul Tian, avec qui elle était en couple depuis 3 ans. Paul travaillait comme imprimeur dans une entreprise de graphisme à Hackney Wick. Le 29 décembre, un problème technique avec une presse à imprimer a obligé Paul à rester tard au travail. Il a appelé Allison et lui a demandé de le rejoindre pour lui tenir compagnie. Elle a quitté sa maison vers 18h15, s'est arrêtée à un arrêt de bus pour parler avec des amis et plus tard, un contrôleur l'a aperçue demandant son chemin aux environs de 19h. Ce fut la dernière fois qu'elle a été vue. Vers 21h15, Paul a commencé à la chercher, mais ne l'a trouvée nulle part. Kenneth Day a signalé sa disparition à la police le soir même. Les jours suivants, les journaux ont relayé l'affaire, demandant l'aide du public, mais les semaines ont passé sans aucun indice. Ce jour-là, John et David étaient repartis chasser et avaient choisi Hackney Wick comme destination. Ce quartier mal éclairé et désert était parfait pour leur crime. Lorsqu'Allison est sortie du train, David l'a attrapée par derrière, lui a mis un couteau sous la gorge et lui a ordonné de rester calme sous peine de représailles. Ils l'ont conduite sous un pont ferroviaire où ils l'ont agressée sexuellement. Après l'agression, ils ont tenté de la forcer à traverser le pont. Allison a résisté et s'est enfuie, mais John l'a rattrapée. Son comportement a encore plus mis David en colère, qui l'a alors agressé à nouveau. Finalement, ils l'ont emmené dans un champ où David a déchiré une partie de ses vêtements avec un couteau, l'a attaché et l'a étranglé à l'aide d'un morceau de tissu et d'un bâton. Une fois qu'Allison a cessé de respirer, ils ont jeté son corps dans un canal, ont lesté ses poches avec des pierres et sont repartis chacun de leur côté. Le corps d'Allison a été retrouvé par des plongeurs de la police le 15 janvier 1986 à environ 180 mètres en aval du pont ferroviaire. Son corps étant resté dans l'eau plus de 2 semaines, l'enquête s'est révélée compliquée. Quelques mois plus tard, le 17 avril 1986, une autre disparition a eu lieu. Marty Tamboer, une adolescente de 15 ans née le 22 mars 1971 aux Pays-Bas, a disparu alors qu'elle circulait à vélo. Sa famille avait déménagé en Angleterre en raison du travail de son père. Ce jour-là, Marty était partie acheter des sucreries en prévision d'une excursion scolaire. Elle emprunta une piste cyclable longeant les voies ferrées malgré les avertissements de ses parents lui déconseillant de s'y aventurer seule. Lorsqu'elle ne rentra pas à la maison à 18h30, sa mère signala sa disparition à la police. Les recherches commencèrent immédiatement et dès le lendemain matin, son vélo fut retrouvé à la lisière d'une forêt. Le corps de Marty a été découvert dans une clairière proche du lieu où son vélo avait été laissé dans l'après-midi du 17 avril 1986. Ce jour-là, John et David circulaient en moto à la recherche d'un endroit propice à leur chasse. Ils se sont arrêtés à une gare et ont pris un train en direction d'East Horsley. En marchant vers l'ouest, ils ont remarqué Marty à vélo qui se dirigeait vers eux. Cependant, l'endroit n'était pas idéal pour un crime, alors ils l'ont laissé passer. Après être passés devant des magasins, ils ont supposé que Marty reprendrait le même chemin pour rentrer chez elle. Ils ont alors trouvé un endroit plus isolé sur la piste et ont tendu un fil de pêche en travers du sentier. Chacun s'est positionné d'un côté et ils ont attendu. Environ 10 minutes plus tard, Marty est revenue. Elle a vu le fil et s'est arrêtée. À ce moment-là, John l'a attrapée et traînée dans la forêt, tandis que David récupérait son vélo et le cachait hors de vue. Ils l'ont ligoté avec une corde très particulière, faite de papier torsadé, un type de lien extrêmement rare.
John l'a agressé sexuellement, mais lorsqu'il eut terminé, il remarqua que David n'était plus là. Il le retrouva un peu plus loin, où David lui expliqua qu'il avait caché le vélo et qu'une femme promenant son chien l'avait aperçu. À ce moment-là, Marty s'est mise à parler, ce qui a mis David en rage. Il lui a frappé la tête avec une pierre, la rendant inconsciente. Puis, il a enlevé sa ceinture et l'a étranglée à l'aide d'un bâton en le tournant jusqu'à ce que Marty cesse de respirer. David a alors dit à John « Ça te facilitera les choses. On est ensemble là-dedans. J'ai fait le dernier. À toi de faire celui-ci. » Après le meurtre, ils se sont séparés. John a quitté les lieux, tandis que David est retourné vers le corps de Marty pour effacer leurs empreintes et tenter de détruire des preuves. Il a placé un tissu près de ses parties intimes et l'a enflammé, mais ses tentatives de dissimulation n'ont pas suffi. Les enquêteurs ont découvert plus tard la corde utilisée par les deux criminels. En raison de sa rareté, l'identification de son origine est devenue un élément crucial de l'enquête. Cette corde a été liée à une petite usine et les similitudes dans le mode opératoire des meurtres de Marty et d'Allison Day ont convaincu les enquêteurs que les mêmes agresseurs étaient responsables des deux crimes. L'affaire Marty Tamboer a introduit plusieurs nouvelles technologies en criminalistique, révolutionnant les enquêtes criminelles. Pour la première fois, un laser a été utilisé lors de l'autopsie afin de tenter d'identifier des empreintes digitales sur la peau de la victime. De plus, les techniciens en médecine légale ont réussi à isoler un échantillon de sperme sur les vêtements de Marty et à déterminer qu'il appartenait à un individu de groupe sanguin A. Une nouvelle technologie permettant d'analyser les enzymes a permis de réduire encore la liste des suspects, passant de 5 à un seul. Pour mieux gérer les affaires complexes comme celle-ci, un nouveau système d'enquête de grande envergure a été créé. Ce système, baptisé Home Office Large Major Inquiry System, HOLMES, a permis le stockage numérique des données, une meilleure organisation des dossiers et un recoupement plus efficace des informations. Ce système a été développé sur la base des leçons tirées de l'affaire du tueur de Yorkshire et l'affaire Marty Tamboer a contribué à son amélioration. Grâce à ces avancées, la police a pu gérer plus efficacement des enquêtes criminelles de grande ampleur, notamment en centralisant et en analysant les données, ce qui s'est révélé essentiel pour relier les différents crimes commis par John et David. En analysant la corde retrouvée sur la scène du crime, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été fabriquée par l'entreprise Sonic. Il s'agissait d'un modèle spécifique, le Somcord B24K, composé de 50 grammes de papier torsadé. Cette corde n'était pas un produit commercial et était vendue exclusivement à des entreprises industrielles, principalement des blanchisseries, qui l'utilisaient pour attacher du linge. John Duffy était en difficulté car son ex-femme Margaret avait travaillé dans une blanchisserie nommée Sunlet, ce qui le liait directement à cette corde très spécifique. Anne Locke est née le 11 juin 1956 dans le nord de Londres. Elle a grandi avec ses parents et sa grand-mère, mais en 1984, ses deux parents étaient décédés. Elle était en couple avec Lawrence Locke et ils se sont mariés le 19 avril 1986, seulement 2 jours après le meurtre de Marty Tamboer. Le couple est parti en lune de miel aux Seychelles pour 3 semaines. À leur retour, Lawrence a repris son travail d'importateur de viande, tandis qu'Anne est retournée à son poste de secrétaire dans une chaîne de télévision londonienne. Ils ignoraient alors que leur mariage ne durerait qu'1 mois. Ce matin-là, John avait suivi un cours d'arts martiaux, après quoi lui et David étaient partis chasser. Ils avaient décidé de se rendre à la gare de Brookmans Park, car David avait remarqué au cours des semaines précédentes une femme avec un sac blanc descendant du train. Espérant la revoir, ils arrivèrent à la gare vers 18h et examinèrent les environs. Lorsqu'ils virent un vélo dans le local de stockage, ils décidèrent de le cacher pour prendre leur victime au dépourvu. À 22h01, une femme descendit du train, mais ce n'était pas la femme au sac blanc.
C'était Anne Locke. Alors qu'elle cherchait à comprendre pourquoi son vélo n'était plus là où elle l'avait laissé, David l'attrapa et John la menaça avec un couteau, affirmant qu'il voulait seulement de l'argent. Ils l'emmenèrent dans un champ où John l'agressa sexuellement. David envoya ensuite John retourner à la gare pour récupérer la voiture. À son retour, il attendit environ 15 minutes avant que David ne le rejoigne. Ce qui s'est exactement passé avec Anne n'a jamais été complètement élucidé, car John est le seul à avoir partagé une partie de l'histoire avec les autorités. David lui aurait alors dit qu'Anne ne parlerait à personne. Les enquêteurs eurent du mal à reconstruire les événements, car les déclarations de John et David étaient contradictoires. Lawrence, le mari d'Anne, avait également déclaré que le train était déjà en train de quitter la gare lorsqu'il était arrivé, ce qui suggérait qu'Anne était peut-être arrivée plus tôt que prévu par les agresseurs. Cela poussa les équipes de recherche à élargir leur périmètre pour tenter de trouver des indices supplémentaires. Ils fouillèrent les forêts, les champs et les tunnels d'évacuation, mais ne purent retrouver le corps d'Anne Locke. Après plusieurs jours de recherche, ils découvrirent son carnet d'adresses dans les buissons, à environ 210 mètres de la gare de Brookmans Park. Cette découverte confirma qu'Anne était bien arrivée à la gare, mais son corps restait introuvable. Après 7 semaines de recherches acharnées, la police suspendit l'opération. 2 semaines plus tard, le 21 juillet, des ouvriers du chemin de fer retrouvèrent son cadavre en décomposition dans un champ à environ 1 kilomètre de la gare. Le corps était ligoté avec du ruban adhésif et David avait tenté de brûler des preuves en utilisant du tissu et du feu. Anne avait été étouffée avec une chaussette, mais les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'un garrot, ce qui ne correspondait pas au mode opératoire habituel des criminels. L'équipe d'enquêteurs possédait une série de caractéristiques criminologiques qui correspondaient précisément à John. En consultant leur liste de suspects, ils réalisèrent que John aurait dû figurer plus haut dans leurs priorités. En octobre 1986, John attrapa une jeune fille et l'attacha avec ses propres bas en nylon. Le bandeau qu'il lui avait mis sur les yeux tomba pendant l'agression, lui permettant d'apercevoir le visage de John. Elle donna une description détaillée à la police qui correspondait à celle de John Duffy. Les enquêteurs commencèrent alors à le surveiller et l'arrêtèrent le 26 novembre, alors qu'il suivait une autre femme dans un parc. En perquisitionnant son domicile, ils retrouvèrent une corde, corde B24K, identique à celle utilisée pour attacher Allison Day et Marty Tamboer. Plusieurs victimes d'agressions sexuelles identifièrent John, mais elles affirmèrent qu'il ne travaillait pas seul. La police commença alors à enquêter sur David Mulcahy, mais éprouva des difficultés à rassembler des preuves directes de son implication. Lors des interrogatoires, John garda le silence sur son complice, réussissant à rester muet malgré le grand nombre d'éléments à charge. Il fut jugé au tribunal de l'Old Bailey à Londres, où il plaida non coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre et 5 d'agression sexuelle. Son ex-femme Margaret témoigna contre lui, décrivant sa violence. John fut reconnu coupable sur toutes les accusations et condamné à la prison à perpétuité. Faute de preuves suffisantes, il ne fut pas condamné pour le meurtre d'Anne Locke, mais il fut reconnu coupable des meurtres d'Allison Day et de Marty Tamboer. Fidèle à son pacte, il refusa de dénoncer David. Pendant que John était en prison, David poursuivit sa vie normalement. Il était marié, père de 5 enfants, pratiquait les arts martiaux et faisait du roller. Il cessa d'attaquer des femmes et chercha à se faire passer pour un citoyen respectable. Cependant, la police ne l'oublia pas. Le détective Leball parvint à gagner la confiance de John grâce à une manipulation psychologique soigneusement élaborée et une série d'entretiens. En 1997, John accepta finalement de coopérer et, en juin 1998, il fit des aveux détaillés. Lors des interrogatoires,
Il révéla qu'avant leurs agressions, ils écoutaient la chanson Thriller de Michael Jackson dans leur voiture pour se motiver. La police retrouva plus tard une cassette contenant la chanson chez David, confirmant ainsi le témoignage de John. John avoua 17 nouveaux crimes, incluant des agressions sexuelles et des conspirations avec David. Son témoignage fut décisif pour traduire David en justice. Ce dernier fut arrêté en février 1999. Les tests ADN, qui n'étaient pas disponibles lors de l'enquête initiale, prouvèrent sans équivoque l'implication de David. Une empreinte digitale fut retrouvée sur la bande adhésive utilisée pour attacher certaines victimes et l'une d'entre elles l'identifia formellement. Le procès de David commença le 11 septembre 2000. Il prétendit être innocent et accusa John d'avoir menti pour l'impliquer. Toutefois, les témoignages de John, corroborés par les preuves médico-légales, étaient accablants. John assuma la responsabilité de ses crimes et reconnut qu'il ne pourrait jamais être libéré. David, en revanche, tenta de rejeter toute la faute sur John, mais l'accusation démontra qu'il était le dominant dans leur partenariat criminel. L'attaque elle-même ne suffisait plus à satisfaire David et John, ce qui les poussa à faire évoluer leur crime vers le meurtre. Lors du procès, la défense de David tenta de faire porter la responsabilité sur John, le qualifiant de menteur, et tenta même de ramener les soupçons sur Lawrence Locke, le mari d'Anne Locke. La défense appela Lawrence à la barre, mais il se souvenait peu des événements de la nuit de la disparition de sa femme, ce qui affaiblit encore leur argument. Il déclara simplement « Je ne me souviens pas précisément de la nuit où elle a disparu, mais je me souviens très bien de son sourire. » David affirma devant le tribunal qu'il s'était éloigné de John après son mariage, bien que plusieurs témoins aient décrit leur amitié comme indéfectible jusqu'à l'arrestation de John. Il prétendit que John devait avoir eu un autre complice lui ressemblant physiquement. Il affirma également sans preuve que la police avait volé son ADN et l'avait placé sur des vêtements retrouvés chez l'une des victimes. Lors du contre-interrogatoire, la colère de David devint évidente, nuisant à sa crédibilité. Son alibi pour la nuit du meurtre d'Alison Day était qu'il était chez lui, souffrant d'une bronchite. Cependant, sa mère témoigna qu'il avait reçu un appel ce soir-là et qu'il était sorti. Un médecin confirma que David avait été malade plus tôt ce mois-là, mais qu'il s'était totalement rétabli quelques jours avant le meurtre. Le 2 février 2001, David Mulcahy fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, incluant plusieurs agressions sexuelles, complot pour agression sexuelle et 3 meurtres. Il fut condamné à 24 ans de prison pour chacune des 7 agressions sexuelles, 18 ans pour chacune des 5 condamnations pour complot et une peine de réclusion à perpétuité pour chaque meurtre. En prison, David attira continuellement l'attention des médias, clamant son innocence. Il créa un site web pour tenter de rallier du soutien, mais il s'en servit également pour diffamer ses victimes. Son avocat, Giovanni Di Stefano, fut plus tard condamné pour multiples fraudes, ce qui décrédibilisa encore davantage David. Malgré ses protestations, la plupart des gens croient que David niait sa culpabilité uniquement pour préserver son image auprès de sa famille. Son épouse Sandra continua de croire en son innocence. Les meurtres sur les chemins de fer britanniques entraînèrent d'importantes réformes policières. L'opération Hart révéla des failles dans les procédures d'enquête, ce qui conduisit à l'établissement de nouveaux protocoles standardisés, y compris une meilleure gestion des preuves et des enquêtes mieux coordonnées entre juridictions. Enfin, l'affaire John Duffy et David Mulcahy sensibilisa les enquêteurs à la complexité des partenariats criminels et à l'importance de la persévérance dans les enquêtes policières. Leurs crimes ont brisé des vies, mais ont aussi permis des avancées qui aident aujourd'hui à retirer plus rapidement des criminels dangereux des rues et